Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, un statut spécial accordé aux régions anglophones au Cameroun. Les députés ont adopté ce mercredi un projet de loi sur la décentralisation. Le texte prévoit un régime juridique particulier pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La réforme de la CEAC actée lors du sommet de Libreville ce 18 décembre, un sommet marqué par l'adoption des outils juridiques régissant l'institution. Les pays membres ont 6 mois pour ratifier le nouveau traité. Et un gouvernement d'union nationale d'ici février 2020 au Soudan du Sud, engagement pris par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, et ce après plusieurs mois de tensions entre le gouvernement et l'ancienne rébellion. Mais tout d'abord, en Algérie, le nouveau président Abdelmadjid Tebboune a prêté serment ce jeudi. Une cérémonie solennelle qui s'est déroulée à Alger. Élu le 12 décembre dernier, dès le premier tour, à l'issue d'un scrutin contesté par le mouvement Irak, le nouveau chef de l'État succède officiellement à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, dont il fut le Premier ministre. Une prestation de serment suivie par la démission de l'actuel chef du gouvernement, Nourdine Bedoui. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Bounkaldoum a été chargé d'assurer l'intérim en attendant la désignation d'un successeur. Le Cameroun adopte un statut spécial pour les régions anglophones en crise. Les députés ont approuvé ce mercredi un projet de loi sur la décentralisation qui confère une plus large autonomie aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le texte prévoit un régime juridique particulier pour ces deux régions. Philomentine. Le projet de loi sur la décentralisation accordant un statut spécial aux régions anglophones a été adopté mercredi par l'Assemblée nationale camerounaise. Il est question, selon le projet de loi régissant ce statut, que les deux régions anglophones participent à l'élaboration des politiques publiques nationales dans les domaines de l'éducation et de la justice, à la création et à la gestion des missions régionales de développement, entre autres. On peut s'attendre à un retour à l'apaisement de ces régions. Ensuite, il est important de rappeler que l'initiative de ce statut spécial survient après l'organisation d'un grand dialogue national. L'attribution de ce statut spécial va certainement accélérer le processus de décentralisation, permettant aux différentes régions de mener un réel développement sur le plan local. En vue des prochaines élections législatives et municipales fixées au 9 février 2020 au Cameroun, plusieurs acteurs de l'opposition avaient appelé à l'implémentation des mesures adoptées à l'issue du grand dialogue national pour mettre fin à la crise anglophone avant toute nouvelle élection. D'ailleurs, des formations politiques avaient menacé de boycotter le double scrutin, évoquant le statu quo de la crise en zone anglophone. Sans un calme précaire, le déroulement de ces élections législatives pourrait se retrouver perturbé, ce qui pour l'opposition camerounaise apparaît comme une irrégularité dans l'optique où l'organisation des élections sans inclure le vote des populations des régions anglophones est une marque d'exclusion. Depuis 2016, la crise anglophone a fait plus de 2000 victimes, 530 000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés, d'après l'ONG internationale Crisis Group. Dans l'actualité également, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de proroger d'1 an le mandat de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Décision prise à l'unanimité de ses 15 membres malgré les critiques d'une partie de la population congolaise. La MONUSCO, dont le mandat allait expirer ce 20 décembre. Le nouveau mandat devrait permettre de contribuer à la protection des civils dans un contexte de résurgence des violences dans la région de Béni commises par des présumés combattants ADF. Ce mercredi avait lieu la 9e session ordinaire des chefs d'État de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, sommet qui a validé la réforme de l'institution, mais qui a également abordé la question de l'autonomisation financière. Les pays membres ont été encouragés à collecter la taxe communautaire d'intégration. On est de l'école des Bessa.
Réunis à Libreville au Gabon, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont engagés à réformer l'institution. Au moment où la sous-région fait face à de nombreux défis tels que la paix, la sécurité, le changement climatique et le développement durable, les décideurs étatiques ont fait de ces assises un moyen d'accélérer le processus d'intégration économique, politique et sociale en Afrique centrale. Des échanges susceptibles d'améliorer l'efficience et l'efficacité de la communauté. Il est donc temps pour la CEAC d'opérer cette mutation tant attendue pour une vraie renaissance de la région d'Afrique centrale que ces peuples appellent de tous leurs vœux. Celle-ci dispose en effet d'atouts et de potentialités illimitées. Espace de plus de 6 millions de kilomètres carrés pour une population de près de 190 millions d'habitants, une production pétrolière non négligeable. La région concentre les plus grandes réserves de métaux rares au monde et abrite la deuxième plus grande forêt de la planète. Durant ces travaux, les chefs d'État ont examiné et adopté le protocole du traité constituant la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le projet paix et sécurité en Afrique centrale, le règlement financier, le cadre organique et le statut du personnel révisé de la communauté. Des documents qui dotent la communauté d'une architecture institutionnelle à la hauteur des défis à relever. Nous avons aujourd'hui un nouveau texte qui organise la CEAC. Nous allons passer du secrétariat général à la commission. Nous allons avoir des instruments de gouvernance financière et de pilotage budgétaire qui vont être tout à fait adaptés à une forme d'orthodoxie qui était nécessaire. Nous allons avoir par exemple un code des marchés de la communauté qui va amener plus de transparence dans le processus de la dépense au sein de la communauté. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a été créée pour assurer le développement économique, social et culturel de l'Afrique centrale en lui donnant les structures nécessaires pour aboutir à un marché commun entre les 11 pays de cette communauté. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son adversaire Riek Machar se sont engagés à former un gouvernement d'union nationale d'ici février 2020, date à laquelle le délai de 100 jours qui leur a été accordé arrive à expiration. Depuis la signature de l'accord de paix en septembre 2018, les combats ont fortement baissé d'intensité dans le pays. Philomène Tine. Initialement prévu en mai 2019 et reporté une première fois au 12 novembre, un consensus sur la formation d'un gouvernement d'union nationale a eu lieu entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. Les deux protagonistes se sont engagés à Djouba à former ce gouvernement d'union avant fin février 2020, à l'expiration d'un délai de 100 jours qui leur a été accordé par les dirigeants de la région. Une telle médiation est une bonne chose qui peut contribuer à la désescalade et faire reculer les suspicions qui ont provoqué un manque de confiance de la part des deux parties en présence. Ça peut ramener les supporters de M. Riek Machar et autres dans le jeu institutionnel. Depuis la signature d'un accord de paix en septembre 2018, Salva Kiir et son ex-vice-président Riek Machar ne parviennent pas à concrétiser certaines dispositions cruciales de l'accord. Les points non résolus concernent notamment la création d'une armée unifiée, mais aussi le tracé des frontières et la question des États fédéraux. L'absence de mise en application de ces dispositions-là est une sorte d'hypothèque au processus de paix dans la mesure où le fait de ne pas disposer, de ne pas se faire confiance pour créer une armée nationale, ça indique une ou deux choses, c'est que chacun n'a toujours pas confiance en l'autre camp. Le Soudan du Sud continue de subir la pression américaine. Lundi 16 décembre 2019, Washington a pris des sanctions financières contre deux ministres sud-soudanais accusés de faire obstacle à la paix. Et au Soudan, pays voisin, le gouvernement envisage de retirer la Banque centrale du marché de l'or et de l'achat des hydrocarbures, des marchés qui devraient être confiés au secteur privé, une proposition soutenue par les économistes qui plaident même pour la création d'un marché de change d'or. Nathalie Mo. La Banque centrale du Soudan devrait confier la vente de l'or et l'achat des produits dérivés du pétrole au secteur privé. C'est l'avis émis par le ministre soudanais des Finances, Ibrahim El Badawi.
Selon lui, les échanges entre la Banque centrale et les mineurs artisanaux ont contribué à la hausse du taux d'inflation dans le pays. Mais des observateurs s'interrogent sur la faisabilité de cette réforme. La loi soudanaise a distrait la Banque centrale par un rôle qui n'est pas le sien, celui de trafic d'or, et de trafic des métaux précieux et de trafic des hydrocarbures. J'appelle trafic parce que le rôle de la Banque centrale devait être focalisé vers les questions monétaires. Plusieurs économistes soudanais ont approuvé la décision du gouvernement de retirer la Banque centrale des activités liées à la commercialisation de l'or. Pour eux, il est temps que le pays se dote d'un marché de change d'or, une plateforme qui pourrait réduire la contrebande du minerai précieux au Soudan. Le fait que l'État soit capable de le réguler et le contrôler va indéfiniment créer non seulement des emplois associés à cette expertise, mais aussi développer une chaîne de contrôle mutualisée. Le gouvernement soudanais a déclaré que la production de l'or s'est située entre 120 et 200 tonnes, avec des revenus estimés à 5 milliards de dollars en 2018. Cependant, la réglementation actuelle du marché de l'or a fait augmenter le taux d'inflation qui est passé de 57,70% à 60,67% entre octobre et novembre 2019. En Tanzanie, le taux de pauvreté est passé de 34,4% en 2007 à 26,4% en 2018. Des chiffres de la Banque mondiale qui font état de véritables progrès économiques. Des résultats qui, cependant, n'arrivent pas à masquer le faible accès aux services de base. Nelly Claude Bessa. La Tanzanie a accompli des progrès en matière de réduction de la pauvreté. En un peu plus d'une décennie, le taux de pauvreté du pays est passé de 34,7% en 2007 à 26,4% en 2018. Bien que ce taux représente des avancées considérables en matière de lutte contre la pauvreté, le nombre de pauvres est toujours élevé et la majorité des Tanzaniens sont susceptibles de retomber dans la pauvreté au moindre choc structurel. Une meilleure organisation des coopératives des caféiculteurs qui a créé une valeur ajoutée dans la qualité de l'emploi et une amélioration de l'emploi décent. Le corollaire de toutes ces mesures, c'est la réduction drastique de la pauvreté. Avec une croissance observée de l'industrie et des services et l'amélioration de l'accès à des emplois productifs, le pays est bien parti pour maintenir l'élan accéléré au cours de la récente décennie. Cependant, le niveau global d'éducation et l'accès aux services de base reste faible, en particulier pour les plus pauvres et pour ceux qui vivent dans les zones rurales, entraînant un écart de bien-être entre les riches et les pauvres. Pour maintenir ce cap, le pays doit insister sur la restructuration de l'optimisation de l'emploi en zone rurale. Tout ce qui entoure le secteur minier devrait de plus en plus avoir accès à des emplois décents. Avec d'abondantes ressources naturelles et la mise en œuvre de bonnes initiatives politiques, le gouvernement entend renforcer son engagement sur le front de la réduction de la pauvreté pour atteindre à l'horizon 2030 le seuil de moins 3% fixé par la Banque mondiale. La journée internationale des migrants, c'était ce 18 décembre, une journée décrétée par l'ONU pour dissiper les préjugés sur les migrants. Au Mali, cette journée a été célébrée sous le thème migration et cohésion sociale. Le Mali qui est un pays de départ mais aussi de transit. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Il y a de cela 19 ans que les Nations Unies ont décrété une journée dédiée aux migrants. Estimé à plus de 250 millions dans le monde, le phénomène de la migration est de plus en plus source de débats dans les pays de départ, comme dans les pays d'accueil. Au Mali, c'est la ville de Ségou, en 4e région, que la réflexion sur les questions migratoires a été menée. La migration fait partie, au même titre que les questions de paix, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de changement climatique ou d'élimination de la faim dans le monde, des sujets prioritaires de la gouvernance mondiale. Le Mali est connu pour être un pays de départ des migrants, mais surtout des transits. De nombreux subsahariens transitent par le nord du Mali pour tenter parfois l'aventure de la Méditerranée. Et la migration est perçue par de nombreux Maliens comme une alternative à la crise qui secoue les pays. Nous sommes des victimes collatérales de la mauvaise politique extérieure de la France et ses alliés, l'Union européenne, qui a détruit la Libye,
qui est la raison pour laquelle ces pays du Sahel partent. Parce qu'ils partent pour chercher un lendemain meilleur. Je crois qu'il faut accepter les uns les autres. Comme ça, nous échangeons. Moi, je connais des pays où les Maliens sont tellement intégrés. Et je crois qu'ils font le bonheur de ces pays-là. Et certainement aussi d'autres ressortissants aussi contribuent au bonheur de notre pays. Rappelons que la diaspora malienne, avec 483 milliards expédiés au pays, contribue à l'économie nationale, mais surtout soulage de nombreuses familles qui subissent de plein fouet les effets de la crise sécuritaire que connaît le pays depuis 2012. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.